Rarement un débat aura été aussi vif au sein du Parlement européen. La loi sur la restauration de la nature vient d'être adoptée à Strasbourg à une courte majorité. C'est l'aboutissement d'un long feuilleton aux multiples rebondissements avec d'un côté la droite et l'extrême droite, une partie des libéraux qui étaient farouchement opposés au texte et de l'autre les écologistes et la gauche qui ont défendu cette pièce essentielle de ce qu'on appelle le pacte vert européen. L'objectif, c'est de sauver la biodiversité en Europe. Avec nous pour en parler, Pierry Correl, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes secrétaire général du syndicat Jeunes Agriculteurs, Éleveurs Bovins et cultivateurs de blé tendre et de foin. On va en parler. Et avec nous, Paul Germain, notre correspondant Europe. Paul, on commence avec vous. Cette loi est donc passée vraiment de justesse, hein. Effectivement, Mohamed, ce matin, les députés européens se comptaient et finalement, cette loi est passée, mais elle a été fortement amendée. Alors, cette loi, elle prévoit de restaurer d'ici 2030 les écosystèmes qui sont abîmés. Elle prévoit aussi une obligation pour les agriculteurs de respecter davantage la biodiversité. Et c'est sur ce point que les choses se sont achoppées, que les débats se sont enflammés. Pour la droite, cela va provoquer une perte de revenus des agriculteurs. Cela va aussi provoquer une baisse de la production. Et comme le disait une députée européenne française de droite, produire n'est pas un gros mot. Mais pour la gauche, cette loi de restauration de la nature, eh bien, c'est tout simplement un pilier du pacte vert européen. Cela dit, vous savez, les choses ne sont pas simples et j'ai rencontré des militants de gauche qui travaillent sur les questions agricoles et qui estiment aussi que cette loi n'est pas une bonne loi, notamment parce qu'elle ne prévoit pas clairement des compensations financières pour les agriculteurs. Et un militant me disait, les agriculteurs soutiendraient plus facilement le pacte vert européen s'il y avait une vraie justice sociale. Le tableau est posé. Paul, une question tout de même, les élections européennes, c'est dans moins d'un an, le 9 juin 2024. Est-ce que c'est aussi pour cela que le débat a été aussi animé ? Tout juste, Mohamed, vous savez, la gauche accuse d'ailleurs la droite d'être déjà en campagne et d'avoir voulu gagner les voix du monde agricole. Il faut savoir que dans plusieurs pays, les agriculteurs ont commencé à former des partis politiques et ils gagnent des élections, comme par exemple aux Pays-Bas. Bref, ce débat sur la loi de restauration de la nature, ça a aussi été une bataille politique. Paul Germain, en direct de Bruxelles. Merci Paul pour toutes ces précisions. Comme promis, Benoît Biteau nous a rejoint. Vous êtes à Strasbourg, paysan agronome, député écologiste européen. Vous militez en faveur de l'agriculture paysanne et de l'agroécologie. Merci d'être en direct sur TV5 Monde. Alors disons-le, vous avez clairement voté pour ce texte. Vous le trouvez bon pour la planète. Pourquoi au juste ? Alors bonjour à tous. Alors dire qu'il est bon, c'est pas tout à fait vrai puisque de nombreux amendements ont été votés et dans ces amendements on a un affaiblissement sévère du texte. Mais il a le mérite d'exister et il s'inscrit dans une volonté de effectivement faire avancer des logiques plus vertueuses en direction de la nature. Parce que ce qui menace la souveraineté alimentaire, c'est pas la disparition de quelques pesticides, c'est pas l'utilisation d'un peu moins d'engrais de synthèse, c'est précisément l'effondrement de la biodiversité, c'est précisément le fait que le climat est en train de se dérégler. Et c'est pour ça que la souveraineté alimentaire est complètement menacée. Et c'est la raison pour laquelle, même si ce texte est loin d'être parfait, même si ce texte doit être amplifié, amélioré dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous avions besoin de ce texte. Les agriculteurs qui vous disent qu'ils vont moins bien gagner leur vie avec une nature renforcée, qu'on va affaiblir la souveraineté alimentaire, sont des agriculteurs qui sont bloqués dans le XXe siècle. Et puis entendre dire qu'ils ne sont pas accompagnés, alors que la PAC est le premier budget total de l'Union européenne, plus du tiers du budget total de l'Union européenne, et que cette PAC est distribuée sans aucune forme de conditionnalité, et que ces gens-là nous parlent de contraintes, c'est juste insupportable. Alors on va revenir, monsieur le député, économique. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a que des obligations. On va revenir sur les points que vous avez évoqués. Le temps pour nous de nous tourner vers Pierry Correl. Alors vous êtes contre cette loi, vous êtes agriculteur dans le sud de la France, il me semble, c'est bien de ça, vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence. Pourquoi êtes-vous contre cette loi ? Alors, on n'est pas tout à fait contre la loi en fait en tant que telle. C'était certains amendements qui avaient dedans qui n'allaient pas dans le bon sens pour nous. On a aujourd'hui un texte qui va être beaucoup plus adaptable pour l'agriculture. En fait, ce qui nous pose plus problème, c'est pas tant
le fond, c'est plutôt la méthode, encore une fois, et cette volonté qu'on a pu retrouver sur la fin du débat, qui était plus politisée, du coup, sur la fin du temps, qui nous pose problème, parce qu'on veut tous faire de l'écologie. Moi, sur mon exploitation, ça fait bien longtemps d'abord, je suis en bio, hein, donc ça fait longtemps qu'on a pris conscience que la nature, il fallait la préserver, parce que évidemment qu'elle nous sert à produire, et c'est pas un gros mot de dire qu'on veut produire, mais en revanche, on est aussi forcé de constater que le climat change, que la biodiversité ne s'effondre pas, mais elle change aussi avec ce climat. Et donc, justement, Pierrick Orel, justement, vous avez 480 hectares. Dites-moi si je me trompe, vous avez commencé en 2010 avec 13 hectares. Vous avez donc beaucoup progressé. La viande au vrac, vous l'avez dit, c'est en bio. Vous faites aussi de la grande culture, blé tendre et foin. Comment vous agissez, vous, pour préserver la biodiversité en dehors du bio? Tout simplement en conservant à peu près 375 hectares de prairies permanentes sur mon exploitation pour stocker du carbone, pour pouvoir faire paître mes animaux le plus longtemps possible dehors, pour pouvoir entretenir des haies, pour pouvoir garantir de la biodiversité sur l'ensemble de mon exploitation. Et en fait, je ne suis pas le seul. On est tout un tas d'agriculteurs. La majorité des agriculteurs fonctionnent comme ça, parce que c'est un modèle qui est vertueux. Et les grandes annonces et les grandes volontés politiques de faire opposer les modèles ne mènent pas à quelque chose qui soit fertile pour l'agriculture de demain, dans le sens où on ne donne pas forcément envie quand on fait opposer les modèles. Moi, je me bats plus maintenant contre ça, finalement, que contre le reste. Moi, j'ai très envie de laisser quelque chose de beaucoup plus vertueux et beaucoup plus... je dirais, sain pour mes enfants. Et pour les générations futures. Benoît Biteau, alors vous avez tout à l'heure balayé d'un revers de la main beaucoup de facteurs, notamment celui du risque pour la sécurité alimentaire. Mais tout de même, notre correspondant Europe, Paul Germain, le disait tout à l'heure, il y a des voix, y compris à gauche, qui s'élèvent pour dire qu'on demande beaucoup de contreparties aux agriculteurs, et pas forcément les gros agriculteurs, les gros producteurs, mais qu'il n'y a pas de contrepartie effectivement financière, qu'il n'y a pas d'accompagnement, un peu finalement comme ce que l'on retrouve avec les carburants. Que répondez-vous à cela, et pourquoi d'ailleurs dans cette loi il n'y a pas effectivement noir sur blanc un accompagnement financier? Ce qui est stupéfiant dans cette affaire-là, c'est que les mêmes qui disent qu'il n'y a pas d'accompagnement suffisant pour accompagner ces agriculteurs sont ceux qui précisément ont voté une PAC qui a refusé d'avancer suffisamment loin dans l'accompagnement de ces agriculteurs qui sont dans la transition. Il n'est pas question d'opposer les modèles, il est question de dire, avec autant d'argent public sur la table, est-ce qu'on peut continuer de perfuser des pratiques agricoles qui utilisent des pesticides, qui utilisent des engrais de synthèse, qui donc accélèrent le changement climatique, accélèrent l'effondrement de la biodiversité et nécessitent de surcroît d'engager des politiques publiques extrêmement coûteuses pour réparer les dégâts de cette agriculture-là. Alors qu'on peut attraper le problème très en amont. Et donc le sujet, c'est pas d'opposer les agricultures, c'est de dire, nous les élus, en tant que garants de l'intérêt commun, en tant que garants de politiques publiques qui servent l'intérêt commun, est-ce qu'on peut continuer à faire ce grand écart, perfuser un modèle dont plus personne ne veut, et ensuite ne plus avoir les moyens suffisants pour accompagner la transition agricole. Et là, quand on dégage des enveloppes pour accompagner la transition agricole, on met personne à l'écart. Il suffira juste d'emboîter le pas de ces logiques vertueuses. Vous, Benoît Biteau, vous êtes plutôt dans le... Il y a quand même une autre référence juste, je veux finir. Il y a quand même une autre référence qui me tient à cœur. C'est que c'est pas parce qu'on parle d'agriculture qu'on doit négocier ces politiques publiques uniquement avec le monde agricole. C'est le tiers du budget total de l'Union européenne. C'est la plus grosse enveloppe de l'Union européenne. Et donc, c'est un débat de société. Quand on parle d'alimentation, quand on parle de climat, quand on parle de biodiversité, quand on parle de santé, tous les citoyens sont concernés. Et donc, ça suffit de discuter ces enveloppes uniquement avec le monde agricole au motif qu'elles sont orientées vers les agriculteurs. Il faut désormais, à partir de maintenant, entendre les attentes sociétales, attendre les attentes citoyennes, entendre les attentes des contribuables qui alimentent cette enveloppe et qui veulent un autre développement agricole pour préserver l'avenir des générations. Justement, Benoît Biteau, dites-nous, vous êtes plutôt dans l'ouest de la France, je parle sous votre contrôle. Vous, concrètement, vous qui êtes agronome, comment est-ce que vous procédez pour justement essayer de préserver ou de restaurer la nature et la biodiversité? On parle des espaces maritimes, des espaces terrestres. Comment agissez-vous par l'agroécologie? Absolument. D'ailleurs, ma ferme a été récompensée en 2009 du Trophée national de l'agriculture durable. Et plutôt que d'essayer de chercher à mettre la nature au pas, comme l'agriculture s'acharne à le faire depuis trop de décennies maintenant, eh bien, moi, j'ai misé sur des techniques
qui coopèrent avec la nature. Et donc, je plante des arbres, je suis sur un rythme de plantation d'1 millier d'arbres par an, je plante des arbres dans mes champs et je cultive entre les arbres. J'ai arrêté de labourer, j'ai arrêté d'utiliser des pesticides et des engrais de synthèse. J'ai trouvé des alternatives à l'utilisation massive d'eau d'irrigation. Je mélange les espèces dans la même parcelle. Et donc, tout ça conjugué fait que non seulement on ne met pas en péril la souveraineté alimentaire parce qu'on est sur des niveaux de production qui sont comparables à ceux qui utilisent des pesticides, des engrais de synthèse et de l'eau d'irrigation, mais entre les deux modèles, les grands gagnants, c'est la nature, la biodiversité, le climat et la santé des consommateurs. Donc je ne comprends même pas comment on peut encore différer le moment de cette bifurcation des pratiques agricoles. Alors on retourne du côté du sud, cette fois de la France, avec vous, Pierre Correl. On sait que c'est une profession, hélas, le monde agricole et les agriculteurs qui est touché notamment par les suicides. Quel est dans votre syndicat le ressenti des jeunes? On parle d'agriculteurs de moins de 35 ans. Quel est le ressenti ce soir après l'adoption de cette loi? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'au contraire, justement, vu qu'elle a été, disons-le tout à l'heure, Paul Germain, notre correspondant, le disait, vidée de sa substance, est-ce qu'au contraire, les jeunes agriculteurs français que vous représentez sont rassurés? Une partie d'entre eux, en tout cas. Les jeunes agriculteurs français que je représente, aujourd'hui, avec cette loi, au début, on l'a pris comme un affront. Voilà, aujourd'hui, telle qu'elle nous est présentée, moi, j'ai plus envie de considérer ça comme un nouveau défi à relever. Il faut un accompagnement parce que peut-être que M. Biteau oublie de dire que la bio est aussi perfusée et je suis assez bien placé pour en parler. Et donc, on sait que toutes ces transitions se font avec un accompagnement. Et c'est une hérésie de penser autre chose. Mais voilà. Mais est-ce que vous dites qu'on demande beaucoup trop aujourd'hui en 2023? Pardonnez-moi de couper, le temps file, désolé, nos voix se chevauchent. L'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous trouvez qu'on demande trop? On est prêt à relever ces défis-là. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'on demande trop au monde agricole et paysan pour cette transition écologique par rapport à d'autres acteurs qui sont les multinationales, par exemple? Est-ce que vous trouvez qu'on demande beaucoup et qu'on compte beaucoup trop sur votre activité pour réduire justement l'empreinte humaine? Moi, j'ai l'impression, oui, qu'on est au cœur du débat, mais les autres aussi, les autres corporations sont tout aussi concernées. J'aimerais aussi qu'on s'attarde sur, enfin voilà, que les gens prennent un petit peu de temps pour regarder aussi l'ensemble des efforts qui ont été faits par l'agriculture depuis un certain nombre d'années. Il y a une grosse réduction des produits phytosanitaires, des engrais, et voilà, il y a une adaptation qui est en cours, et donc ça fonctionne déjà, et on est prêt à continuer, et on a envie de continuer, et on continuera d'ailleurs. Benoît Biteau, on imagine que vous, en tant qu'écologiste, la lutte et la résistance, elle est globale. On a vu récemment à Sainte-Soline des combats, on en a vu d'autres lorsqu'il s'agit de construire une autoroute. Il y a aussi des agriculteurs, d'ailleurs, et même des citoyens qui disent on nous demande de tendre vers cette transition écologique et de sauver la biodiversité, mais en même temps, c'est bien de faire des haies, mais si en même temps, à 500 mètres, il y a une nouvelle autoroute, c'est compliqué. Mais c'est la raison pour laquelle nous, dans cette approche globale, on défend une autre approche de l'agriculture et ces projets inutiles, ces infrastructures qui consomment des terres agricoles et qui nous éloignent de la transition écologique dont on a besoin. Moi, je trouve que c'est absolument cohérent. Après, quand on dit que le monde agricole a fait beaucoup d'efforts, moi, quand je regarde les statistiques, l'utilisation des pesticides, l'utilisation des engrais de synthèse n'a fait qu'augmenter dans les 15 dernières années. Donc, on peut se rassurer avec une méthode Recasaraï qui consiste à dire on a fait beaucoup d'efforts et constater que dans les faits, c'est pas tout à fait le cas. Et puis quand on dit que l'agriculture est perfusée, l'agriculture biologique, pardon, est perfusée, mais moi j'ai pas de problème avec des aides publiques qui alimentent, accompagnent une agriculture vertueuse qui est au rendez-vous de l'histoire sur le sujet du climat, de la biodiversité, de la santé. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'on engloutit beaucoup trop d'argent public, c'est 60% de la PAC, dans la perfusion du modèle agricole dont la société civile ne veut plus. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrête. Merci. Et on aura beaucoup plus de moyens pour accompagner la transition agricole et donc les pratiques agricoles les plus vertueuses. Et dire que, parce que vous avez introduit votre propos sur le suicide des agriculteurs, dire que les agriculteurs qui sont engagés dans ce type d'agriculture-là sont aussi concernés par le suicide, c'est quand même pas tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on regarde les rendus des centres de gestion en France et en Europe d'ailleurs, c'est ceux qui pratiquent l'agroécologie qui aujourd'hui sont dans la meilleure santé financière, et donc c'est pas chez ceux-là qu'on trouve les graves difficultés et donc les fortes proportions de suicides. Donc en vérité, ça devient manichéen, il y a un cercle vicieux qu'on continue de perfuser et qui ne disparaît pas parce qu'on le perfuse précisément, et puis un cercle vertueux qu'il faut qu'on se dépêche de perfuser et donc d'accompagner. Merci Benoît Biteau, député écologiste européen. Merci Pierre Correl, secrétaire général depuis un peu plus d'1 an maintenant du syndicat Jeunes Agriculteurs. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris part à ce débat.